Famille, justice, enfance. Famille, justice, enfance ce soir avec Sylvie Moreau. Sylvie Moreau, deuxième partie, c'est quelque chose qu'on enregistre après le direct de l'émission qu'on vient de faire, parce que surtout nous avons un nouvel intervenant qui nous a rejoint par téléphone. Sylvie, pouvez-vous nous le présenter s'il vous plaît ? Oui, alors nous sommes avec monsieur Jean-Louis Deshaies, qui a fait 50 ans, en fin de compte, sa carrière, on va dire, professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfance et du médico-social, en ayant commencé sa carrière par éducateur spécialisé, en ayant gravi, on va dire, les échelons, si je peux le présenter comme ça, en étant après formateur, consultant et directeur d'établissement également. D'accord. Monsieur Deshaies, vous êtes là ? Oui, je vous entends. Bon, cette description vous convient ? Il y a un peu de désordre, mais... Allez-y, dites-nous. En gros, je m'y retrouve, oui. Allez-y. Qui êtes-vous ? Qu'avez-vous fait ? Donc, vous avez fait l'IRTS, vous avez été EduxP, vous avez fini formateur. Quel a été votre parcours ? Donc, j'ai été éducateur spécialisé, chef de service éducatif, directeur adjoint et directeur de plusieurs établissements pendant 25 ans. Établissement de quel type ? Pour quel public ? Alors, des ITEP, Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, qui avant ça s'appelait Institut de rééducation. Oui. Puis j'ai pris la direction d'une maison d'enfants à caractère social et d'un centre de formation professionnelle, donc dans les Pyrénées, oui, qui offrait la particularité de recevoir 2/3 de jeunes en alternative à l'incarcération. D'accord. C'était dans les années 90 à 95, donc à une époque où il n'y avait pas encore les centres éducatifs renforcés. D'accord. Mais il y avait des jeunes accueillis qui avaient donc des jeunes mineurs délinquants, ce genre de choses, ce genre de public. Délinquants, plus que ça, criminels, viol en réunion, des choses de cet ordre-là quand même. D'accord, ok. Et après, donc, cette expérience, je suis revenu dans un établissement médico-social, prendre la direction d'un foyer d'hébergement dans le Maine-et-Loire. Je suis aussi du Maine-et-Loire, où là, il s'agissait de restaurer les droits fondamentaux des personnes qui étaient accueillies et qui, jusqu'alors, étaient considérées plus comme des objets que comme des sujets. Et donc, on a fait une restructuration sur plusieurs années avec le concours de la ville de Cholet et du département de Maine-et-Loire, qui était sans doute plus dynamique à l'époque qu'aujourd'hui. Et on a réussi donc à remettre des droits fondamentaux en place, comme celui à l'intimité, à la dignité, à la vie en couple, à la sexualité, etc. Enfin, des choses qui étaient complètement taboues à l'époque. D'accord. Et puis après ces périodes-là, donc j'ai fait quelques formations au cours de ce parcours et j'ai été sollicité fin 99 pour intervenir comme consultant auprès d'établissements pour justement à partir de ces expériences-là essayer d'accompagner donc les directions d'établissements et les équipes à la démarche projet qualité, ce que j'appelle la démarche projet qualité. D'accord. Et donc pendant 25 ans, j'ai navigué, pas vraiment navigué d'ailleurs, parce qu'on prenait l'avion, j'étais beaucoup à La Réunion, à tiers-temps à peu près, et le reste du temps un peu partout en métropole, de Perpignan à Dunkerque, en allant jusqu'à Lorient. Enfin, donc une longue expérience de professionnel sur plusieurs dizaines d'années, à travailler avec le département. Est-ce que vous avez senti une évolution ou une dégradation dans la façon de s'occuper de la jeunesse et de l'enfance au niveau des départements et des services sociaux durant le temps de votre carrière ? Alors, durant ma carrière professionnelle sur le terrain, je pense qu'il y avait déjà des difficultés, mais ça s'est bien aggravé. Et dans mon métier de consultant, j'allais surtout accompagner des établissements qui souhaitaient davantage se remettre dans les clous. Donc évidemment, il y avait des situations qui étaient plus complexes. Et ce que j'ai surtout considéré, c'est qu'il y avait des grands écarts entre les lois, notamment celles qui concernaient la protection de l'enfance, mais aussi les personnes en situation de handicap. Donc avec des grands principes qui étaient énoncés, mais qui n'étaient pas appliqués sur le terrain, à commencer d'ailleurs par
les autorités de contrôle et de tarification, l'ASE, l'ARS, la HAS, enfin, etc. D'accord. Enfin, donc, et on peut s'étonner d'ailleurs qu'avec le nouveau gouvernement qui bat de l'aile quand même, mais qui est toujours en place, il y a un ministère de la famille et de la petite enfance, mais il n'y a pas de ministère de la protection de l'enfance. Nous en parlions avec Sylvie, effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça. Sylvie, vous travaillez beaucoup avec Monsieur Dehaye ? Bah oui, parce qu'en fin de compte, j'ai rencontré donc Monsieur Dehaye, donc Jean-Louis, il y a maintenant 3-4 ans. Le temps passe vite. Ça passe très vite, hein. Et nous avons beaucoup échangé sur ce que moi je faisais sur le terrain et par rapport à l'expérience aussi de Jean-Louis. Et là, il m'a proposé, en fin de compte, que nous puissions aussi travailler ensemble, co-construire, co-élaborer. Et là, je suis devenue stagiaire. Il fallait bien que je le dise. Parce que voilà, je fais une formation, on va dire en accéléré avec Jean-Louis pour pouvoir aller plus loin encore sur le terrain par rapport aux services, par rapport aux équipes. Ouais, parce que Monsieur Dehaye, vous étiez formateur en travail social, mais dans quelle spécialité en fait ? Qu'est-ce que vous enseignez de formation ? Mon cabinet, il s'appelait, parce que j'ai terminé, je suis à la retraite là, il s'appelait EFICIO, Conseil, Formation, Médiation en stratégie et en management. Donc j'accompagnais, je vous dis, les établissements qui étaient un peu dans la panade, donc, notamment donc à partir de ce que j'ai appelé le diagnostic partagé, en veillant à ce que, pour comprendre la situation des établissements, à la fois la médiocrité qui s'est accrue ces dernières années et qui est particulièrement grave aujourd'hui par rapport au public accueilli, mais aussi par rapport aux professionnels qui sont démobilisés, par rapport, là j'entendais, j'ai lu un rapport cet après-midi à Angers, mais peut-être que Sylvie en a parlé, il y a 6 juges pour enfants, 6 juges des enfants, il y en a une qui part c'était déjà pas beaucoup, 6 juges pour tout le département, il y en a une qui part en congé maternité et qui va pas être remplacée, et 2 autres qui vont partir dans la foulée aussi en congé maternité, c'est bien pour elles, mais qui vont pas être remplacées non plus. C'est-à-dire que sur 6 juges des enfants, il y en aura plus que 3 qui fonctionneront, alors que c'est déjà le désarroi, le délabrement le plus total. Ah oui, non, mais tout s'explique. Nous, on se plaint énormément du manque d'efficience du système, mais quand on regarde en détail, il y a plein d'explications. C'était d'ailleurs ce qui a été rédigé dans l'ouvrage et ce qu'on avait défendu durant la période électorale. Il faudrait quand même, lorsqu'on essaie de s'occuper de nos enfants, qu'il y ait un minimum de budget, de structure. On ne peut pas demander à des magistrats de travailler sans photocopieuse, sans stylo, sans papier. Pour certains, avoir des horaires très tôt le matin jusqu'à tard le soir sans que personne ne le fasse jamais remonter. Pour d'autres, venir intervenir alors qu'eux-mêmes n'ont pas résolu leurs problèmes personnels, ça existe aussi. Il y a quand même un problème de professionnalisation et il y a aussi une obligation de moyens. Personnellement, moi j'ai lancé une procédure au TA, au tribunal administratif. Je veux monter au niveau du Conseil de l'Europe, je veux faire dire que l'administration de justice française est un service public. Parce que si l'Europe dit la justice française est un service public, on en déduit la gratuité, l'obligation de performance, de moyens, et en même temps, j'ai fait une QPC pour contester une question de constitutionnalité, pour contester l'obligation d'avoir un avocat. Mais la moindre des choses, quand il s'agit d'avoir à face de nous une administration, c'est qu'elle ait les moyens de travailler correctement, c'est un minimum. Oui, c'est pour ça que je vous disais, ça part pour moi de l'État au plus haut sommet, donc... Et encore, ils se sont un peu récupérés, parce que dans un premier temps, la ministre de la Famille a failli être une personne qui était contre le mariage pour tous, contre l'avortement, etc. Donc, on pouvait s'attendre quand même à quelque chose de grave par la suite. Donc, heureusement, ils ont mis quelqu'un d'autre. Mais pour la protection de l'enfance, donc, il y a quand même des lois, il y a des délégations aux conseils départementaux, et il y a des obligations, par exemple, elle a dû vous en parler, Sylvie, de faire sous la direction, sous la responsabilité
de chaque président de conseil départemental un PPE, un projet pour l'enfant. Et le fameux PPE, il y en a qui l'ont vu, certains, paraît-il, en ont vu passer. Hein. Oui, il y en a mais il n'y a pas la moitié des départements français qui l'appliquent. Hein. C'est une minorité qui l'applique, donc ça veut dire que des enfants débarquent dans des services de l'aide sociale à l'enfance, vont dans des familles d'accueil, dans des placements familiaux, voire dans des MEX ou des foyers de l'enfance, sans qu'il y ait eu justement cette obligation d'un PPE qui pose les bases de la problématique du jeune, que ce soit discuté avec lui, avec les familles, en présence du juge des enfants et en étant accompagné, si possible, par des avocats. Ouais. Donc, et par des agents de médiation, information, service. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Sylvie, vous travaillez avec Jean-Louis Deshay. J'espère que je n'ai pas écorché. Parce qu'effectivement, vous avez son expertise. Donc, monsieur a exercé durant 30 ou 40 ans. Puisqu'il, visiblement, il a mis la main dans le cambouis bien comme il faut. Et en fait, ça complète la formation administrative que vous aviez auparavant. Et ça vous permet de mettre en place votre nouveau diplôme qui va aussi avoir, en fait, des modules de compétences sociales, de psycho, de sciences humaines. Non, l'objectif, c'est d'avoir d'autres options, en fin de compte, d'autres missions possibles sur le terrain, donc auprès des services, des structures d'accueil, auprès des professionnels. Et oui, ça pourra permettre d'agrémenter la formation d'agents de médiation à formation service, qui sera beaucoup plus complète. D'accord. Et ça pourra permettre d'aller plus loin après sur le terrain. Il faut que ce soit des personnes, il y a des attitudes, il y a des postures aussi à avoir. Il faut être dans l'échange, le dialogue, la communication, avoir connaître son environnement, connaître le milieu dans lequel on évolue. Oui, c'est préférable. Et puis d'être bien ancré surtout, de rester toujours calme, même si dans certaines situations on se dit ça va un petit peu trop loin, mais il faut toujours réussir à être dans le dialogue, la communication bienveillante. Donc ça c'est la base de tout. On va défoncer une porte après ou s'exciter sur un arbre, mais durant le moment de l'entretien, il faut pas dépasser la ligne rouge jamais, parce qu'autrement c'est difficile d'appuyer sur le bouton quand c'est comme ça. C'est important. Moi je me rappelle d'une situation. J'accompagne un papa pour une audience, donc c'était en 2018, et tout d'un coup je vois 7 policiers qui arrivent à 9h30. Je dis que se passe-t-il? Et là on me dit oui, vous accompagnez ce monsieur. Je dis oui. Écoutez, on l'emmène en garde à vue. Je dis pardon. Je dis mais non, attendez, nous on est venus pour une audience, je l'accompagne, il veut même que je sois présente à ses côtés dans la salle d'audience. Et là j'appelle l'avocate, qui n'était pas arrivée. En plus elle était dans les bouchons. Et là elle me dit attendez, je vais voir ce qui se passe. Dis-moi, je suis pas informée de ça. Et moi les policiers me disent écoutez, on comprend pas puisqu'on est face à un papa qui est plutôt calme. Je dis écoutez, je viens de faire 2h30 de trajet avec lui et moi j'ai pas eu de soucis en particulier quand même. S'il avait été violent, je l'aurais vu ou j'aurais fait ce qu'il fallait. Et là c'est qu'en fin de compte, la veille de l'audience, malheureusement, il était alcoolisé. Il avait menacé de mort un policier parce qu'il avait appelé au commissariat, très mauvaise idée, et il avait menacé aussi son ex-femme. Et là, il s'en est voulu toujours, mais je vais quand même vous dire la suite. Forcément, ils l'ont quand même emmené en garde à vue, même si il y aurait pu y avoir une autre alternative. L'audience, elle s'est pas faite en fin de compte. Elle a été reportée et l'avocate a pu s'en expliquer, et moi j'ai pu rajouter aussi quand même des faits, des informations complémentaires. Il s'est retrouvé, il a fait un malaise après en garde à vue, donc j'ai dû rappeler l'avocate pour lui dire écoutez, monsieur Untel il est parti en psychiatrie. Donc c'était pas du tout le lieu où il devait être, parce que finalement c'est qu'il fallait qu'il prenne soin de lui, qu'il fasse une cure de désintoxication. Quand on est allé le voir à l'hôpital, on nous a demandé, nous, déjà, qui nous étions. Et j'étais avec l'avocate. Alors, on n'était pas du tout des membres de la famille. Mais il savait, moi, qui j'étais. Et l'avocate aussi, puisque nous sommes des humains. Et il était important qu'on puisse le voir, échanger avec lui et un psychiatre. Et en effet, on a dit, écoutez, c'est pas sa place ici. Il faut mieux qu'il fasse une cure. Et c'est venu de lui-même après. Il a fait tout ce qu'il fallait. Et suite à ça, moi je l'ai toujours accompagné au rendez-vous, même si au départ il était tête baissée, qu'il ne parlait jamais. Et il a fini par s'ouvrir. Et on a eu affaire au chef de service, puisqu'il voulait plus voir les référentes, parce que pour lui c'était trop. Et petit à petit, il a pu échanger, dialoguer. C'était déjà une avancée. Et il a pu surtout revoir sa fille. Et là, moi je le revois régulièrement. À chaque fois, il me dit merci. Je dis non, mais moi j'ai fait ce que je devais faire. Et l'objectif, c'était déjà qu'il passe pas à l'acte. Parce qu'il était à 2 doigts.
Et c'était surtout qu'il fallait qu'il revoie sa qu'on fille. perd beaucoup de gens quand même dans ce pays. Il y a beaucoup de suicides et beaucoup de suicides. Alors il y a beaucoup d'indicateurs, notamment dans les forces de l'ordre et des militaires. Je pense que beaucoup de policiers, de militaires, de gendarmes se suicident. C'est pas parce qu'il y a trop de voleurs ou qu'il y a trop de terroristes. C'est très beaucoup lié à des problèmes familiaux. Ils se font beaucoup allumer au tribunal, au JAF et au JDE, plus que les autres, parce qu'ils ont des métiers anxiogènes et autres. Et puis... Enfin bon, après on pourrait partir durant un certain temps. Oui, alors ce que je voulais soutenir, là, c'est le rôle que joue Sylvie Moreau, donc dans son accompagnement des familles, chez les juges, avec des avocats, etc. Et aussi en direct lorsqu'elle organise des rencontres. Mais si elle est très performante dans son domaine, je pense qu'il manque quelque chose, pas à son niveau, mais au niveau global de la société, c'est la cohérence de l'ensemble du fonctionnement de l'organisation sociale et médico-sociale. En d'autres termes, outre ce que je viens de dire là sur le PPE qui n'est pas fait partout, je pense qu'il y a des départements qui ont une politique d'aide sociale tout à fait superficielle. Dans le Maine-et-Loire, en ce moment, c'était dans un article du mois de septembre du Courrier de l'Ouest, il y a 217 enfants qui sont sans solution d'hébergement, alors qu'il y a une ordonnance de placement provisoire qui a été décidée par le juge des enfants. Donc ces enfants-là, peut-être même que parmi eux, il y en a qui ont subi des agressions sexuelles par des proches. Et il y en a peut-être aussi qui ne devraient pas être là. Voilà, il y a les deux, si vous voulez. Il y a les deux. C'est qu'on entend l'administration, les professionnels qui veulent beaucoup plus d'argent, avec des manifestations à Paris, avec des jolis drapeaux, finalement, quand même, des gens bien habillés, des moyens pour manifester. On était très surpris, parce que nous, quand on manifeste, on n'a pas tous ces moyens-là. Et quand on regarde bien, si vous voulez, il y a quand même une volonté d'intervenir auprès d'un très grand nombre d'enfants qui, un grand nombre d'entre eux, avec un petit peu de soutien familial, en fait, nécessiterait pas une intervention. Absolument. Et puis il y a des modules qui existaient comme le PEAD, placement éducatif à domicile, c'est-à-dire des jeunes qui étaient placés dans des établissements. La Cour de cassation, elle n'a pas aimé ça, le placement à domicile. Et voilà, elle a cassé ça. Ouais. Donc, c'est une AEMO, c'est tout. C'était un moyen pour le juge des enfants de prendre la main sur le JAF quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, le JDE, lui, s'occupe uniquement de la protection de l'enfance. Le JAF, lui, il s'assure des droits parentaux, de l'accès aux parents, des pensions alimentaires et ce genre de choses. Le placement à domicile était un moyen pour le JDE de prendre la main. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Peut-être qu'il y aurait aussi une fusion, ou alors peut-être qu'il faudrait repenser en fait les rôles JAF et JDE qui parfois se battent entre eux. C'est assez, c'est indécent en fait. D'ailleurs parfois ces bagarres de biceps, des roulements d'épaule qu'on peut voir entre le JAF et le JDE. Non, c'est moi qui vais dire. Non, c'est toi. C'est ça aussi que la Cour de cassation a voulu dire. Alors oui, j'entends tout ça. Je suis complètement d'accord. Et ce que j'essaie d'apporter en complémentarité au brillant parcours de Sylvie Moreau, c'est l'ouverture sur l'analyse des autres causes que celles qui sont directement liées aux liens familiaux, que ce soit pour contester des placements ou pour les refuser quand c'est nécessaire. Donc moi je mise beaucoup sur ce que j'appelle je vous l'ai dit tout à l'heure, le diagnostic partagé, le croisement des regards. Et donc j'ai fait moult diagnostics dans des structures où j'interroge, je donne la parole aux professionnels, aux cadres de proximité, aux directions, mais aussi aux usagers, aux enfants, mais également à leurs familles. Je consulte aussi les autorités de contrôle et de tarification et les partenaires principaux. C'est ce croisement des regards qui permet d'avoir un regard un petit peu plus... on peut pas être objectif complètement, mais ça va à l'encontre des avis qui sont un peu subjectifs, où chacun reste dans son coin, comme vous venez de le dire pour les JAF et les IDE. Donc, moi, je pense qu'il y a des responsabilités partagées et que les regards croisés permettent justement de s'entendre
sur les points de convergence et les points de divergence qu'il y aura à traiter, tout le monde étant conscient par la co-construction des avis, de ce qu'il y a à faire. Et donc ça manque terriblement dans les établissements. J'ai même, je vais juste le dire en 2 mots, mais dans deux de mes dernières interventions, j'avais été sollicité par un président dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, un président d'association qui avait à traiter une affaire avec l'inspection du travail, qui avait considéré que dans un établissement que l'association gérait, le directeur et le directeur adjoint faisaient du harcèlement moral. Et il m'avait dit, ce président, de toute façon, je sais que vous allez pouvoir démonter le constat de l'inspectrice du travail, et que tout ça va se terminer. Et d'ailleurs, je suis ami avec le procureur de la République, tout ça va s'arranger. Sauf que j'ai fait ce diagnostic avec les regards croisés que j'ai évoqués avant, et en bout de compte, autre dysfonctionnement par ailleurs, il y avait de fait du harcèlement moral fait par ce duo de direction, mais aussi du harcèlement sexuel. C'est-à-dire que il a fallu que je fasse mon diagnostic en restant fidèle à mes engagements et à mes principes. Donc, évidemment, je suis allé à l'encontre de ce que souhaitait le président de l'association, et il a fini par se séparer de ce duo de directeurs. Et je revois des gens qui étaient venus me voir après cette intervention en larmes, en disant merci. On pensait pas que ça pourrait aller jusqu'à poser tout ça, quoi. Il y avait eu 8 situations de harcèlement sexuel. Oui, mais quand on regarde un petit peu, quand on creuse un petit peu nos intervenants, on trouve de tout. Tout ce qu'on a entendu dire sur la DAS de pire, c'est pas comme ça. C'est une phrase que je dis souvent. Ça, hein, c'est pas comme ça tout le temps, mais c'est comme ça souvent. Voilà. Oui. Voilà. Mais vous avez raison de dire ça. Vous avez raison de préciser ça, parce que j'ai aussi fort heureusement rencontré des tas de directions d'établissements et de professionnels et d'autres acteurs. Ah mais ça, oui, tout à fait. On ne tape pas tous les individus. On sait bien que c'est très compliqué. C'est un problème d'organisation générale. Ça, c'est clair. Ouais, voilà. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Sylvie, lorsque l'on dit qu'il faudrait faire de la traçabilité, un contre-pouvoir, l'IGAS ne remplit pas ce rôle, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un nouveau métier à mettre en place ? En fin de compte, moi je pense que déjà nous, il faut développer, pour tous, il faut développer la fonction d'agent de médiation information-service spécialisé dans le domaine de la protection de l'enfance et du médico-social. D'accord. Après, il faudrait créer un organisme indépendant avec des équipes interdisciplinaires. Bien sûr. Sur chaque département, et puis une antenne nationale. Le brassage, encore une fois, voilà, on y revient. Tout à fait, et c'est important parce Bien que sûr. il y a moi je vous dis, la semaine dernière, j'ai une TISF qui m'a appelée parce que la maman lui avait donné mes coordonnées, et en échangeant, elle me dit « Ah, j'aimerais bien travailler avec vous ». Parce qu'elle me dit « Je suis éducatrice spécialisée, ça fait 30 ans, mais là, je vois que le métier, fin de compte, ne correspond plus à mes valeurs. » Elle dit « On me demande de modifier mes écrits. » Alors, quand vous entendez ça, ça vous horrifie. Et là, elle me dit « Vraiment, suite à notre échange, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Et là, je dis, écoutez, moi, je vous tiendrai info déjà de notre prochaine réunion, session, colloque, si on veut, sur la protection de l'enfance, avec des regards croisés de professionnels qui exercent ou qui vont exercer en libéral, et là, avec des avocats aussi engagés, pourquoi pas des magistrats, parce qu'il y en a certains qui ne sont peut-être plus en fonction, mais qui ont envie que ça change, que ça évolue pour tous. Il y en a, c'est très rare, mais on peut en trouver. Ah si, il y en a. J'ai Marc Juston ici, j'en ai quelques-uns qui vont arriver encore en liste, là, mais oui, bien sûr. Et il y a des bonnes volontés partout. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Ouais. Marc Juston qui disait les bonnes intentions ne suffisent pas. Oui, tout à fait. Mais on a besoin de gens bien intentionnés. Regardez le juge Édouard Durand, c'est quelqu'un. Il y a là aussi les bonnes intentions ne suffisent pas. Il a fait du bien et puis personne n'est parfait. Hein. Il y a aussi certaines choses. Il a stigmatisé une partie des gens en faisant des globalisations aussi parfois. Donc en effet, il faudrait qu'il y ait des équipes interdisciplinaires sur chaque département, avec quelqu'un qui chapeaute, qui dirige, avec quelqu'un qui a déjà une forte expérience. Et des formations aux évolutions des sciences humaines récentes, parce que les sciences humaines ne sont pas restées bloquées il y a 50 ans. Elles évoluent. D'ailleurs, elles sont toutes en train de converger
converger vers les mêmes choses. Il faut suivre l'avancée des sciences humaines quand on est intervenant auprès de l'humain. Oui, c'est important. Et là, par rapport, vous voyez, au service, quand il y a une décision de placement qui est prise, qu'il puisse y avoir un débat contradictoire, une décision contradictoire, et puis d'apporter un autre regard. Ça s'est fait a priori en Eure-et-Loire. Il y avait un député, donc c'était Monsieur Olivier Marlex, qui avait été président de département, et lui, il avait expliqué une fois lors d'un colloque qu'il avait une équipe en place pour justement voir, vérifier, contrôler ou apporter un autre regard sur justement une situation qui était évoquée pour un placement d'un enfant ou d'une fratrie. Tout à fait. Bon, alors, justement, messieurs, dames, oui. Monsieur Dehaye, allez-y, il nous reste quelques minutes avant que l'on arrête, mais voilà, allez-y pour conclure. Je voulais dire surtout que, avec Sylvie Moreau, on s'inscrit dans une complémentarité. Notre objectif, c'est de pouvoir proposer, puisqu'on a la chance d'être plus ou moins intégré dans des invitations à la commission d'enquête parlementaire qui est présidée par Isabelle Santiago et à laquelle participe notre député du coin où on habite. Et donc, on travaille là-dessus en ce moment. C'est pour ça qu'elle me parle. Elle dit qu'elle est stagiaire, mais elle en connaît autant que moi. Ah non, pas autant. Bon, en tout cas, avec nos parcours et nos projets, on envisage de mettre en place un dispositif de formation pour qu'il y ait à terme, c'est très ambitieux ce que je vais dire, pour qu'il y ait à terme des médiateurs, des agents de médiation information service dans chaque département de métropole et d'outre-mer. Donc on en est loin puisqu'il n'y en a qu'une seule en France. Et je pense que cette fonction-là, avec une formation évidemment adaptée, pour pouvoir lire un peu les dysfonctionnements et aussi l'orthofonctionnement des structures, donc doit pouvoir permettre d'apporter une contribution à terme. Donc c'est ce qu'on va proposer à la commission d'enquête. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Sylvie Moreau, une conclusion ? Écoutez, on a fait le tour dans la globalité par rapport à la protection de l'enfance, par rapport à nos constats, nos analyses, voire des propositions qui en plus se rejoignent avec vous, puisque je pense que nous faisons tous le même constat. Maintenant, il faut qu'il y ait de la concertation, de la coordination et de la communication entre tous pour pouvoir faire, en fin de compte, avancer cette cause des enfants placés, des parents séparés aussi et privés de leurs enfants, et surtout faire, modifier, changer, évoluer le système de la protection de l'enfance, parce qu'il y en a besoin, mais pas comme il fonctionne aujourd'hui. Je pense à globaliser. Moi, c'est pas que la protection de l'enfance, la gestion de la famille, en fait. Ça part de la gestion des divorces, des conflits familiaux, de la protection de l'enfance. C'est un grand panier, et c'est cette matière, en fait, qui n'a pas encore été écrite, où il y a des métiers qui manquent, il y a des métiers à repenser, pour le bien commun, en fait. Ben, moi, c'est un petit peu ce qu'on m'avait dit quand j'ai commencé à préparer, en fin de compte, ce métier, donc d'agent de médiation information service, puisque comme j'étais la seule, il fallait tout écrire, tout créer, et que tout soit dans un cadre. Et j'avais mes conseillères qui m'accompagnent toujours, puisque c'est un projet où j'ai le droit d'être accompagnée pendant 18 mois. Elles m'ont dit, écoutez, on n'a plus qu'à vous écouter, parce que finalement, nous, on découvre, mais on sait que on est dans l'ère des nouveaux métiers. Oui, et en tout cas, votre audience le confirme. Il n'y a qu'à voir l'intérêt que les personnes concernées portent à votre activité, à votre personne, parce que vous devez le sentir aussi. Il y a un écho, ça résonne, ça vibre. Oui, ce que alors vous faites, autant des familles que même des professionnels. Mais et ça fait quelque chose. Ça veut dire qu'il manque quelque chose et qu'il y a un truc à faire. Voilà. Parce que ça va fluidifier les échanges, ça va éviter les tensions, ça va apaiser les tensions si elles sont existantes, et ça va surtout, faire avancer les situations. Bon. Merci à vous deux. Excellente soirée. Merci. Merci Jean-Louis. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Stagiaire. Merci. Bonne soirée, cher professeur. À bientôt. À bientôt. Et merci, monsieur, de m'avoir invité. À bientôt. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.